Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle quotidienne numéro 4 des playoffs NBA de l'an 2025 après Jésus-Christ, c'est comme ça qu'on compte, n'est-ce pas Azad? Comment vas-tu Azad? Oui, bah c'est bien, c'est un peu arbitraire Jésus, mais bon, en même temps c'est comme ça, hein, on va pas remettre ça en question entre guillemets, donc tout va bien en ce jour 4 de playoff. En ce jeudi de Pâques, hein, tu peux même dire, non? On est jeudi et c'est jeudi de Pâques? C'est Non, férié? je vais te piéger. Non, parce que j'ai déjà réussi à te piéger. Alors attention, mesdames et messieurs, devant vous en live, Azad va vous dire les noms des 12 apôtres. Ah non, je coupe, je rentre chez moi si c'est comme ça. Bonsoir Azad, qu'as-tu pensé du match de MVP des finales en titre? C'est quoi? C'est Kawhi Non, Jalen Brown. Oui, okay. On va en parler. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à toi Alpo. Trop cool, un reporter qui est sur place en invité. Tout à fait. Donc on va parler de ça. Bon, à part ça, comment ça va, Azad? Bah écoute, ça va, mon corps s'habitue petit à petit à être en décalage horaire, mais je suis toujours malade. Mais hier c'était un beau match de basket. Il y avait une belle ambiance au TD Garden, c'était cool. Ça faisait vraiment ambiance de playoff un peu. Donc il ouais, diffusait non, le Rockets Warriors dans le TD Garden? c'est vrai qu'il y a eu deux matchs un petit peu à l'ancienne hier, donc voilà. Non, parce que Mais ouais, il y avait un bon match au TD Garden, donc je savais pas qu'il diffusait aussi l'autre match, quoi. Non, franchement, c'était un bon match hier, celui de Boston. J'ai été le premier à être surpris quand j'ai vu qu'il y avait pas Tatum. Je me suis dit que ça allait être terrible. Et en fait, c'est vrai, le fait qu'il n'y ait pas Tatum, au contraire, ça montre un peu, ça teste un peu Boston. Et puis, voilà, ça relance un peu la série. Je pense que sinon les matchs auraient été moins compétitifs. Donc c'est pas mal. Quand t'as vu Patatoum, tu t'es dit purée, non? Ouais, je me suis dit, purée, pas Tatum. Salut JK, bonsoir à toi. Salut Bamzerito qui passe en coup de vent. Ringo, bonsoir. Est-ce que c'est Azad de Marie-Claire? Tout à fait, je crois que c'est le même. Donc, bon bah si ça va. Tu n'es pas encore remis totalement de ton... c'est quoi, c'est la maladie de la clim, hein, c'est ça qu'on avait dit? Ouais, c'est ça. Donc, C'est la avais maladie décrit de que la tu avais clim. les mêmes... Bon bref, on va pas rentrer dans le détail. Tu te sentais aussi mal que les joueurs de l'équipe de France de la finale 2022 de la Coupe du Monde. Mais bref, Patatoum, oui, exactement. Je l'ai déjà fait, hein, le Patatoum, non? Je crois que je te l'avais déjà fait. T'as bien Ouais, rigolé, moi c'est pas grave, hein, tu sais, moi l'humour de répétition, ça me fait beaucoup. Ouais. Ça devait être un des premiers podcasts où t'étais venu, je crois, à été 2023 et t'avais trouvé ça drôle. Donc je me suis dit, il faut que je le réinvite, tu vois. Ah tiens, d'ailleurs, on nous dit la clim, en parlant de clim, la clim que va prendre Boston en finale de conf risque de prolonger cette maladie pour Azad, malheureusement. Ouais. Est-ce qu'ils vont passer les demi-finales de conf? Oh, quand même. Est-ce qu'ils vont S'il y a passer pas le premier pour le tour? coup, s'il y a pas Tatum, Mon cher Azad, sais-tu quand qui est la dernière équipe à avoir éliminé les Boston Celtics en quête de back-to-back? Quelle était cette équipe-là? c'était Orlando, non? Exactement. C'était Orlando 2009, ouais. Orlando 2009, tout à fait. Avec, je crois, une défaite match 7 à la maison en plus. 2009. C'est l'année où il n'y a pas Garnett, hein, donc c'est pour ça. Mais ouais, c'est marrant, hein. Tu vois, ça rime, quoi. J'aime bien l'écho du temps, l'écho du destin, ça qui rime, comme ça revient. Mais c'était pas un premier tour. C'était pas un premier tour, donc ça marche pas. Non, mais c'était Orlando, et puis le meilleur joueur était blessé. Ouais. Je sais pas, moi, pour moi, Banchero, franchement, tu vois, il est tellement fort. Moi, je rigole un peu, non, parce qu'en vrai, il est fort pour de vrai. Mais je veux dire, j'aimerais bien avoir Banchero au deuxième tour, quoi, tu vois. Si ça pouvait passer vite fait Boston. Puis en plus, du coup, à Orlando, ils étaient construits autour d'un premier choix de draft aussi, du coup, à l'époque. C'était qui, Banchero, c'était le premier. Orlando, c'est Dwight Howard, du coup. Dwight Howard, et qui est-ce qu'il y avait d'autre? Rashard Lewis, Courtney qui va en finale, hein, donc. Jamar Nelson. Ego. Ouais, je pense. Jamar Nelson, c'est le cousin de Joe Crowder, non? C'est Jamir Nelson. Jamir Nelson. et Turkoglu. Turkoglu, ouais, effectivement, Turkoglu. Rashard Lewis, Jamir Nelson, Pietrus, Mike, qui était par là. En fait, c'est l'équipe qui est en finale. Courtney, d'ailleurs, ouais, Courtney, c'est vrai. Qui loupe le alley-oop. Exactement.
Keith Bogan, c'était là. Bah tiens, je savais pas. Il y avait JJ Oh, Redick, tiens d'ailleurs. Tu vois. JJ Redick, Martin Tyronn Gortat. Lue. Ouais, Tyronn Lue qui était là, ouais, effectivement. Oh, Et putain. Gortat qui était qu'un simple backup, hein, encore à l'époque. Ok. Enfin, voilà, il explose, quoi, 2011, un truc comme ça, explose. Tout est relatif. Et ouais, donc voilà. Non, mais c'est marrant. Ça, je me suis dit, tiens, un petit clin d'œil du destin. Pourquoi pas une petite élimination. JJ Redick, Pietrus, on nous dit dans le chat, exactement. Vous avez des briefs que Boston pour le moment. On n'a pas commencé, mais on va y aller justement. Est-ce que t'es prêt, Azad? Je suis prêt. Eh bien, tant mieux, parce que moi, je n'ai pas pu le voir aujourd'hui. On commence par Boston, du coup, pour de vrai. Si tu veux, ou alors. Eh ben, allez, vas-y, je suis chaud. Non, on peut se faire le match qu'on n'a pas vu tous les deux. Comme ça, on peut aller plus rapidement. Allez, vendu. Cleveland contre Miami, 2-0 pour les Cavaliers, 121-112 pour Cleveland contre Miami. Est-ce que tu as eu des échos du match ou pas du tout? Est-ce que je te lance ou est-ce que j'enchaîne? Non, juste fun fact, j'ai regardé la fin du match, genre vraiment les 2 ou 3 dernières minutes, avec Gary Washburn sur son ordinateur. Donc c'était marrant. Alors qui est Gary Washburn, le fameux? Du coup, c'est un mec du Boston Globe, je crois, ou du Boston Herald, je sais jamais, je confonds toujours les deux, et qui est connu déjà pour se prendre le bec un peu avec Joe Mazzulla et pour avoir voté du coup pour Carmelo Anthony pour le MVP à la place de LeBron James en 2013. Exactement. Le seul mec, enfin, LeBron aurait dû être MVP unanime, hein, comme Stephen Curry le sera, le premier de l'histoire en 2016. Et non, il y avait Gary Washburn qui est... Bon, moi, je sais pas, je le connais pas, Gary, hein, tu le connais mieux que moi. Moi, je me dis, est-ce que potentiellement, le fait qu'il y avait la rivalité Boston-Miami à l'époque, je ne sais pas, qu'il y avait élimination en 2012 en finale de conf. Mais ouais, il est un peu connu pour ça, mais je crois qu'il se frite avec pas mal de monde en plus. Enfin, c'est une personnalité, quoi, on va dire. Ouais, c'est une personnalité. C'est un sacré loupard, ouais. Mais bon. Ouais, c'est marrant. C'est toujours marrant. Alors, LeBron, il y a Gary Washburn. Shaquille O'Neal en a un comme ça en 2000. Il n'est pas MVP unanime en 2000 parce qu'il y a un mec qui a pas voulu lui donner un vote, je sais pas quoi, mais bref. Donc les Cavs contre Miami. Qu'est-ce qu'on peut voir niveau box score vite fait? Donc Garland 21.9 passes, Mitchell 30 points sur ce match-là, 10 sur 21 au tir. Je vois que ça force pas trop au niveau de Mobley non plus. Ok, minutage aussi de Cleveland toujours intéressant, 26 minutes pour Max Strus et DeAndre Hunter 23, donc ça se partage un peu les minutes, hein, les deux. En fait, ce seraient deux titulaires dans une équipe de play-off, je pense. Alors pas deux excellents, mais deux bons titulaires qui se partagent un peu les 48 minutes là actuellement. Mais voilà, je vois que Okoro est encore là. Okoro joue malgré déjà donc Max Strus et DeAndre Hunter. Okoro qui joue à nouveau une dizaine de minutes. Et surtout de l'autre côté, on a donc Tyler Hero qui est un peu le héliocentrique, j'ai l'impression, à 33 points, 5 passes, 24 tirs sur ce match-là. Mais non, le titularisation de David Mitchell, qui à mon avis est titularisé pour la défense aussi, hein, non, c'est comment il s'appelle, de Mitchell pour le coup. Ouais. Mais tu vois, c'est vrai que mine de rien, il fait quand même des bonnes perfs offensives, hein, pour le coup. Il a 7 sur 9 encore au tir sur ce match-là. Donc il y a un peu ce côté où en fait, tant qu'il est viable en attaque et que tu perds pas trop de points à cause de son attaque, bah ouais, bingo quoi. J'ai lu qu'il drivait beaucoup sur les 2 premiers matchs, donc après c'est aussi permis parce que c'est peut-être pas forcément une très bonne. Il y a pas un très bon premier rideau défensif quand tu vois contre qui il drive. C'est un peu plus logique qu'il drive, mais c'est bien qu'il le fasse entre guillemets. Mais il y a un peu ce truc-là de quoi? Contre qui il drive, tu dis? Ouais, Donovan Mitchell et Darius Garland au final, tu vois, c'est un peu, ouais. Je sais pas contre qui il est. Ah bah là c'était Okoro pour le coup. Ouais, c'est pour ça, j'ai bugué Okoro, j'ai dit ah ouais quand même. Ah ouais, bon écoute, tant mieux, hein, mais c'est vrai que apparemment c'est une des choses qui est pas mal venue sur ses drives, c'est que il a pu scorer et puis passer un petit peu sur drive, donc ça peut être pas mal. Surtout, moi je trouve que la faiblesse un peu défensive des Cavs, ça peut être leur premier rideau défensif avec Garland ou avec Donovan Mitchell. D'ailleurs, j'ai trouvé ça assez marrant que Garland fasse la réflexion devant les micros que le plan offensif des Cavaliers, c'était d'attaquer Tyler Hero parce que c'était un mauvais défenseur. Ouais. J'étais là, excuse-moi, Darius Garland, peut-être que t'es un peu la mauvaise personne pour parler de ça, disons. Et ça va être marrant quand ça va ressortir ça dans 2-3 semaines, quoi. C'est le camembert qui dit à l'hôpital, tu fiches de la charité et tu pues, quoi. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Pour mélanger les expressions, mais ouais. Non, en plus, ça c'est bizarre cette histoire. Enfin, tu sais que au baseball, je sais pas si tu connais un peu le baseball, mais je crois pas, mais
ils ont ce qu'on appelle les unwritten rules, les règles non écrites, quoi. Mais tu sais, c'est pas des règles officielles des règles de jeu, quoi, mais c'est une manière de se comporter. T'as déjà entendu parler de ça ou pas? Pas du tout. Non, bah, c'est un peu comme en NBA, genre, je sais pas moi, si le match est plié et que t'as une certaine avance et que, en gros, tu pars pas en contre-attaque mettre le panier, quoi. Juste, tu t'arrêtes, tu tires pas, et tu vas pas scorer. Tu vois un peu ce genre de truc, quoi, de l'éthique ou la morale. Et en baseball, c'est les rois pour faire ça, quoi. Par exemple, t'as un truc hyper spécifique, genre, si ton équipe mène de plus de 9 points, donc, genre, voilà, énorme avance, que dans le duel avec toi, le lanceur a fait trois balles, donc c'est lui qui a fait 3 mauvaises balles, quoi. Donc, bref, t'es obligé de le laisser faire une balle un peu molle et de pas frapper. Voilà, ça, c'est des règles totalement con du baseball, quoi. Donc, ça me fait toujours marrer de comparer ça au basket où là t'as Garland qui va en conférence de presse qui dit ouais, t'as leur héros, il est nul, donc on le cible. Je me dis c'est pas du tout le même monde, quoi. Parce que ça se fait pas, en fait. Après, Eric Pocheron a l'air de dire qu'ils rigolent ensemble à chaque lancer franc, donc peut-être qu'ils sont proches et qu'il y a une relation de buddy qu'on connaît pas, mais s'il y en a pas, c'est un peu plus bizarre. Peut-être. Mais bon, en tout cas, ça t'a pas fait rire, mon anecdote. Mais bah si, ça m'a non, c'est pas que ça m'a pas fait rire, c'est que je découvre, tu vois, moi je suis là pour apprendre au final. Renseignez-vous, hein, si vous connaissez pas le baseball, tapez unwritten rules, les règles non écrites, quoi. Mais t'as que des trucs comme ça, t'as pas le droit de célébrer quand tu fais home run, t'as pas le droit de lever la main quand tu fais le tour du terrain, mais que des trucs comme ça. Ou sinon, si tu les respectes pas, en gros, t'as le lanceur qui t'envoie au prochain batteur, il envoie la balle sur le mec, quoi. Et ensuite, ça fait des bagarre générale, le mec. C'est drôle. Et puis quand tu envoies une balle sur quelqu'un, c'est sûr que tu te fais exclure, quoi. Et donc parfois il faut rentrer des mecs exprès pour ça. Il faut rentrer un lanceur exprès. Je te jure. Non mais alors les gars, si vous connaissez pas le baseball, allez voir au moins une chaîne YouTube qui s'appelle John Boy Media, qui traite un peu de ça, quoi. Mais c'est excellentissime. Mais bref, non mais tu vois, tu compares ça avec ces règles comme ça. Et après, t'as le basket où là, j'ai vu la quote, la citation, pardon, de Garand. Je me suis dit, ah ouais, là, on est sacrément décomplexé parce que oui, on le sait, le langage tactique, il dit, on pense que Hero est nul, mais tu le dis pas dans les médias, quoi. Mais bon, bref, excusez-moi, je divague, je t'en prie. Bah non, qu'est-ce que je dis? Non, bah c'est eux, je disais juste que Mitchell avait drivé sur Mitchell, du coup. Non, putain, la quotidienne tactique, quoi. Bordel. Heureusement qu'on parle tactique, hein. Ouais, c'est ça qui nous sauve, c'est ça qui a un peu fait la différence finalement. Bien sûr. Bon, certains apprécient l'anecdote. Non, je vous lis notamment parce que vous avez vu le match pour le coup. Pas ouf le match offensif des Cavs, j'ai trouvé, nous dit Ringo. On est resté sur des play calls basiques pour chercher les mismatchs. Ouais, bah, effectivement. Il a fallu du Hero Ball ou du Spida pour contenir le comeback de Miami qui était à -15. Ok. Tellement d'options à l'aile sur les Cavs. Ouais, ça c'est vrai. D'ailleurs Sam Merrill aussi joue pas mal. Alors c'est pas un ailier, mais il sort un peu du banc pour ça. Ty Jerome qui est redevenu un peu normal, hein. 10 points à peine, 2 sur 8 au tir sur ce match-là. Mais ouais, bon après c'est un bon exercice, je pense, cette série, sans vouloir être condescendant ou rabaissant par rapport à Miami. Mais pardon, excusez-moi pour le son. De test de à quel point est-ce que les Cavs sont capables un peu d'aller chercher des maillons faibles et de les punir, parce que pour moi c'est un peu le truc sur lequel Boston est déjà très fort, ils l'ont prouvé, et sur lequel moi j'ai un peu plus d'interrogations côté Cleveland. Tu sais, quand il y aura peut-être pas le côté mouvement extrême de saison régulière, etc., et que c'est plus dur, faudra cibler. Donc c'est peut-être un bon premier test, j'ai l'impression, mais bon, je vais pas on va pas inventer des trucs, quoi, si on n'a pas vu le match non plus. Mais voilà, Eric, fan du Heat, qui nous dit le Heat fait plutôt un bon match, bonne voire très bonne défense par séquence, mais les Cavs, dès que ça accélère, tu vois, je fais aussi l'interprétation. Dès que ça accélère, on voit les limites de Hero en défense et de Wiggins et Bam en attaque, c'est aussi simple que ça. Ouais, c'est un peu l'idée. C'est un peu l'idée. Mais bon, est-ce que ce sera meilleur avec Durant dans 3 mois? Peut-être. Par contre, gros moment du match que j'ai adoré, c'est Kenny Atkinson qui prend son challenge, les yeux dans les yeux de l'arbitre, c'est fantastique. En slow motion, j'ai adoré. Bon moment. Ça, c'est un bon moment de télé, ça. Ouais. C'était très bon. En plus, il fait une tête, mais en plus, il est assez sobre d'habitude, quoi. Tu vois, c'est pas genre JJ Redick qui se donne en spectacle régulièrement ou des mecs un peu caractériels, quoi. Il est quand même assez sobre d'habitude, quoi.
C'est Donc, trop drôle. Oh, il l'a regardé. En plus, l'arbitre, il lui montre bien le coude. Il regarde son coude, il le regarde. c'était c'était pas mal, c'était pas mal. Des stats un peu peut-être, si on peut arriver à avoir deux trois trucs niveau cleaning the glass, Cleveland. Après, tu vois, on nous dit dans le chat, on dit que c'est pas un top match offensif. Ils font encore une énorme perf offensive les Cavs pour le coup. Bon, beaucoup de lancers francs également. Très peu de turnover. Bon, ils ont mis leur tir. Bon, ok. Ah ouais, très peu de tirs au panier pour le coup. Waouh, il y a deux Méga équipes qui surchauffe à tirent. 3 points. Waouh. Deux équipes qui prennent plus de la moitié de leur tir à 3 points sur le même match, c'est assez rare pour le coup. Ouais, effectivement. Et bah, surtout les Cavs en ont mis 50%. Ouais. Donc quand tu mets la moitié, un pourcentage absurde de tes 3 points et que t'en prends énormément, Ouais. c'est une bonne recette en tout cas. Très peu de tirs au panier, mais quoique très peu de tirs au panier vu qu'il y a beaucoup de lancers francs. Ouais. Quoique je sais jamais si Cleaning the Glass il sépare. Faut regarder les shooting fold. En vrai. Tu Ouais, il y vois, en a que deux. tu descends là, t'as Il y en a le que deux, ouais. SFLD là. Ouais. Effectivement. Bon après on n'est pas trop surpris. Côté Miami et même côté Cleveland. Donc ok, voilà pour ce match. Encore une fois, hein, bon, on rigole un peu, c'est le début de la soirée, mais on va pas non plus parler de matchs qu'on n'a pas vu parce que ça discréditerait parler sur les matchs qu'on a vus pour le coup. Ok, Boston, on y va? Bah ouais, c'est parti. Allez, alors pourquoi? Que s'est-il passé? Boston 109, Orlando 100. Donc victoire encore une fois de Boston dans un deuxième match défensif après le match 1, Celtics 2-0. Gros match de Paolo Banchero, 32 points encore une fois et 7 assists. Tu nous diras s'il a encore été au centre du projet. Moi sur le début de match, il m'a semblé un peu que oui. Franz Wagner 25 points également. Le problème c'est le reste quoi. Le problème c'est un peu le reste où il n'y a pas d'autres points quoi. Pour le coup, j'exagère un peu. Il y a un peu Wendell Carter Jr. a fait un bon match. Ouais, je vois qu'il a mis 3 points, peut-être un peu de spacing ou de pick and pop, peut-être, tu nous diras. Mais ouais, la rotation aussi d'Orlando, on voit que c'est assez rapidement. Enfin, on a vraiment que des mecs à profil défensif, quoi, pour le coup. Ouais. J'ai vu que Goga Bitadze a fait 7 minutes, là, on en parlait un peu en antenne. Cole Anthony 5 minutes, mais je pense que Cole Anthony survit pas défensivement dans cette série. C'est fini, ouais. Cole Anthony, c'est 5 minutes au premier carton, et je pense que là, les mecs qui lui ont dit qu'ils pouvaient rentrer à Disneyland, ils lui ont offert les tickets. Ils lui ont dit, c'est bon, tu peux aller voir Mimi. C'est fini pour toi le basket cette saison. Et donc c'est vrai que le truc qu'on n'a pas explicité, c'est que Tatum n'était pas là. Tatum Oui. n'était pas là. D'ailleurs, c'est quoi l'état d'inquiétude ou enfin l'état officiel d'ailleurs de sa blessure? Il y a une nouvelle news qui est sortie cet après-midi à la radio avec Joe Mazzulla. Il y aurait several bruises. Donc il y aurait plusieurs petites mini fractures au poignet droit. C'est pas. Je crois que bruises, c'est pas fracture nécessairement, c'est peut-être. Non, c'est pas fracture, mais c'est des douleurs, quoi, c'est des bleus, grosso modo, des hématomes, je crois. Oui, hématome, oui, mais contusion. Nous dit Jedi et Padawan sur le chat. Mais ouais, merci. Et je sais pas pourquoi on m'invite moi alors qu'il y a des mecs qui savent bien mieux parler que moi au final. Exactement. Mais exactement. du coup, ouais, several contusion. Oui, contusion. Allez, on va faire mi-français, mi-anglais. Mais du coup, voilà, il a un problème au poignet. Il y a eu une faute de KCP et c'est en retombant apparemment qu'il se serait fait mal au poignet. Du coup, il peut pas jouer. Il était doubtful pour le game 2 du coup, et certainement. Là ils savent toujours pas s'il va jouer le game 3 entre guillemets. Donc ils vont un peu au jour le jour. Entre guillemets. Bah parce que ils disent qu'il est day to day. Mais c'est un peu leur manière c'est comme quand ils avaient fait pour Porzingis, quand Porzingis était malade, il passait de genre doubtful à c'est quoi l'autre truc, questioning ou day to day. Enfin en gros, il joue un peu avec les termes pour faire changer les statuts, mais concrètement, c'est surtout pour rien laisser transparaître dans les médias, quoi. Ouais. Donc tu vois, là, conférence de presse d'avant-match, il demande à Joe Mazzulla, ouais, c'est quoi l'état de Tatum? Et Joe Mazzulla le sait, explicitement. Il demande au mec des PR qui est dans la salle, c'est quoi l'état de Tatum? Il répète la question au mec des PR. PR, c'est communication. Ouais, voilà, au mec de la communication, en gros. Et il fait la répétition, le PR répond, il reprend le micro, il répond au mec ce que le communicant vient de répondre et que tout le monde a entendu dans la salle. Donc en gros, c'est juste pour dire genre,
vous aurez pas de réponse de Joe Mazzulla là-dessus, vous aurez que la réponse que le club a bien voulu donner parce que on cloisonne à mort tout ce qui est en vrai la communication de Boston, tu vois, genre Ime Udoka, on n'a jamais vraiment su ce qui s'était passé, les blessures, on sait jamais trop ce qui se passe, les échanges, on apprend toujours au dernier moment. Genre, c'est des mecs qui cloisonnent à mort. Pour ça que c'est aussi chiant d'avoir des accès. Et du coup, bah ouais, c'est pour ça que je dis entre guillemets, c'est parce qu'en gros, c'est d'après ce qui a été dit, mais c'est impossible de vraiment savoir exactement ce qu'il y a, quoi. Tu te rappelles ou pas que Kawhi Leonard, ça avait commencé en 2021 par bon, il a un peu des bruises au genou, quoi, tu vois. Ouais. Et après, les genoux, c'est pas la même chose que le poignet, quand même. J'exagère un peu, j'exagère. Non, mais je pense pas. Mais après, il y a aussi un jeu de politique oui. un peu là-dedans où bon après, je pense pas que pardon, ils vont sanctionner par rapport à du load management en playoff évidemment. Non. Mais non, mais il y a une question il y a un process au niveau de qui est disponible ou pas disponible, etc. C'est un peu compliqué au niveau des statuts. Faut mettre à jour à telle heure, faut dire exactement si t'es en tel statut, tu peux rebasculer, alors que si tu es dans le truc au-dessus, tu peux pas. Donc ouais, effectivement. Mais bon, bref. Donc a priori, on n'est pas inquiet long terme. Hein. C'est un peu ça le principal à dire en tout cas. Bah, pas long terme. Pour l'instant, c'est un peu difficile à savoir quand même. Parce que hier, ils étaient confiants et aujourd'hui, du coup, il y a eu une nouvelle annonce qui disait qu'il y avait du coup plusieurs contusions, alors que hier, il disait qu'il aurait peut-être pu pouvoir jouer. Donc, ça paraît un peu bizarre. Tu vois, je pense qu'il touche un peu des deux côtés de la gravité pour quand ce sera le terme final entre guillemets, il n'y ait pas trop de surprises ou quoi, mais pour l'instant, je pense qu'il va revenir. Je sais pas s'il va revenir sur ce tour. Voilà. Ok. Donc, bref, pas de Tatum sur ce match. On a eu affaire à un Jaylen Brown en créateur principal, un peu de facto. Derrick White, Jrue Holiday, Porzingis qui était là aussi. Al Horford, d'ailleurs, titulaire, c'était Al Horford. Hein, donc, on était passé sur un gros line-up, on va dire, avec Horford et Porzingis. Le 153e meilleur joueur de NBA a joué 32 minutes. Peyton Pritchard, non. Le meilleur 6e homme de NBA, techniquement, c'est un peu ça. Je rigole parce que je sais que t'aimes bien cette blague, mais et Luke Cornett a fait 11 minutes à peine, mais en même temps, si Al Horford a joué autant, peut-être qu'il n'y avait pas autant besoin de Luke Cornett. Bref, je te laisse nous expliquer ce qui s'est passé tactiquement, donc. Et ben du coup, début de match, Boston a attaqué du coup en cherchant des mismatchs, hein, comme d'habitude. Mais tu vois, si tu peux mettre par exemple le premier pull-up de Tatum sur le match, il est intéressant parce que de Brown, oui. Après avoir passé un quart d'heure à dire que exactement. Sur celui-là, du coup, ce qui est intéressant, c'est la position de White où il vient poser l'écran en fait devant Wendell Carter Jr. C'est même pas vraiment un écran, il passe juste devant pour créer le décalage. Et en fait, c'est parce que Boston a déjà obtenu un premier mismatch avec Carter sur Jaylen Brown. Du coup, vu que Carter, c'est un joueur qui est un peu plus grand, il laisse un peu plus d'espace devant Brown pour pouvoir le contester quand même. Et en fait, ce moment où Derek White passe devant, bah en fait, KCP peut pas passer autour de lui pour pouvoir contrer le tir. Et tu vois, ça crée un petit peu de la confusion. Donc, ils ont pas mal joué là-dessus sur le début de match. Je crois que Brown, il met les 12 des 18 premiers points de Boston et un peu sur du drive après des mismatchs et du pull-up. Et on a aussi eu en début de match un truc que j'avais pas vu depuis longtemps sur un tel volume, c'est des drives de Jrue Holiday. Oui. On a eu sur le match, je crois qu'on a 9 drives de Jrue Holiday, donc 4 paniers et 2 assists. Donc en plus, il a été bon là-dessus, mais autant la réussite, c'est un truc qui va et qui vient, mais le fait qu'il y ait un tel volume sur un match, ça montre qu'il a été vraiment plus agressif que d'habitude, pas dans un rôle de connecteur, mais plus d'initiateur. Et c'est ça, ouais, tu vois, je le mets à l'image, j'ai vu que le début de match, moi personnellement, le premier quart-temps, je crois, et j'étais étonné de dire ah ouais, il a la balle et il dribble quoi. Vraiment dans ce côté, il initie l'action. D'ailleurs, on en voit une, mais après ce qui est bien aussi avec Boston, c'est que c'est la structure qui fait le boulot aussi en un sens, parce que là on voit le classique de on fait un jeu à deux sur le côté, et en fait sur l'autre aile, qu'est-ce qu'on fait? On met le petit dans le corner pour le 3 points, mais on met aussi surtout le pivot sur l'aile. Et on voit que bonne rotation de KCP, et sauf que bon bref, le spacing est tel que l'avantage également d'avoir des gros qui shoot fait que les solutions sont assez faciles. Donc après tu me dis hein, mais sur ce côté Jrue initiateur, je crois qu'il a pas non plus fait un match genre 30 points quoi que ce soit, hein, mais c'est juste qu'il a plus de ballons alors que d'habitude il en avait quasiment plus en fait depuis un an. Ouais, oui, c'est ça. Et puis quand il avait des ballons, c'était, tu vois, en tant que connecteur ou en tant que au dunker spot ou en tant que dans les corners en transition.
Alors que là, même à la réception un petit peu des catch and shoot, il a dunké. Je crois que c'est que la deuxième fois de la saison qu'il dunk un peu, donc il y avait un niveau d'agressivité, de même des meilleurs cannes que d'habitude, donc c'est bien. Et tu vois, ils ont essayé aussi, Orlando à l'inverse défensivement, de faire autre chose que parfois du switch. Et quand ils font autre chose que du switch, en fait, c'est encore pire. Il y a un moment, ils essayent de doubler sur Derrick White après un pick and roll, et du coup, t'as le short roll de Horford et t'as un mec qui est tout seul dans le corner à l'opposé. Et en fait, Oui. c'est J'ai fini. pas Donc compris c'est cette vrai. action. Hein. Je me suis dit Oui. mais pourquoi Ouais, bah, ils l'ont pas refait, hein. Ils l'ont pas refait, et c'est vrai que c'est en switchant qu'ils sont le meilleur, même si, du coup, bah, ils sont à la portée de, comment dire, ils sont à la portée du défi du 1 contre 1, mais c'est là où ils sont, entre guillemets, le meilleur, quoi. Et, j'ai demandé d'ailleurs à Jamal Mosley, c'était quoi, le meilleur coverage qu'il avait trouvé selon lui qu'ils avaient fait pendant le Game 1. Et il m'a donné une réponse de, comment on dit, les gens qui répondent pas aux questions? Une réponse de Normand? Non, Normand, c'est tu dis oui et non. Ah, ok. Bah, il m'a donc c'est dit, langue de bois alors. ouais, il a dit le meilleur coverage, c'est la communication. J'étais là, genre, putain, Ouais, super. ouais, merci, super. C'est quoi le bonheur? C'est d'être heureux, quoi. Merci, mec. Mais du coup, un petit peu ça offensivement du côté de Boston. Et dernier truc en début de match, ils ont mis un petit peu en route Porzingis aussi avec une baseline action où il y a un espèce de, je pense que c'est un down screen du coup de Pritchard dans son dos avec deux joueurs dans les corners. Du coup, ça lui offre un dunk. Pas mal de post-up aussi. Beaucoup de fautes. Hein. Boston a pris 33 lancers francs hier pour 37 3 points. Donc l'écart entre le nombre de 3 points et le lancer franc à Boston, il a jamais été aussi faible, je pense, que la nuit dernière. Et ensuite, 33 lancers francs. Ouais, c'est énorme. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Oui, c'est bah après en même temps quand les mecs ils envoient des coudes dans les fronts, ça aide un petit peu à augmenter le volume. Bon, Et alors ça c'est pas une faute hein, dans la série de à l'Ouest pour le coup, donc tu vois. Ah ouais d'accord, donc ils sont ouais effectivement le taux de lancer franc est élite. Hein, plus de 32%, quasiment 33 de lancer franc par 100 positions, donc effectivement. Ouais. Et du côté d'Orlando, du coup, un peu en attaque au début de match, ils ont pas mal réussi à obtenir des situations correctes d'isolation qui forcent un peu Boston à venir en aide, qui forcent un petit peu les rotations, même sur les switches. Et au final, ça a commencé à marcher. Et en plus, Boston, du coup, fin de premier quart, souvent, ils se retrouvent à jouer avec encore plus de cibles défensives avec Pritchard, Hauser ou même Cornet. Et du coup, à ce moment-là, ils sont passés en défense de zone, Boston. Et défense de zone, donc c'était en 1-3-1, Ouais. qui a pas très bien marché, mais quand même mérite d'avoir un petit peu cassé le rythme de l'attaque, en gros. Et tu vois, ils sont fait un peu avoir sur cette défense de zone parce qu'il y a un moment où ils passent de zone à individuel au milieu de la possession. Mais en fait, Porzingis comprend pas et il vient doubler Isaac à l'intérieur qui a le ballon contre Al-Horford. T'es là, mais Isaac contre Al-Horford avec un ballon dans les mains, il va absolument rien faire. Et du coup, ça laisse Wagner tout seul à 3 points. Le tir entre pas, mais bon, un peu une mauvaise exécution. Il y a un moment, ils se font avoir pour 3 secondes dans la raquette aussi. Donc en vrai, c'était pas terrible l'exécution de la zone, mais le but c'était un petit peu de casser le rythme et aussi d'éviter de leur offrir des mismatchs trop faciles. Et aussi, ils ont fait la classique de foutre Cornet sur le meneur qui shoot pas. Donc hier, c'était Anthony Black. Et du coup, bah ça, t'as Porzingis en drop. Et derrière Porzingis en drop, t'as Cornet qui roam. Donc en gros, concrètement, tu fous pas les pieds dans la raquette, quoi. Et Monstars, tu sais, c'est Cornet, c'est le Monster bleu hyper grand. Et Porzingis. Du coup, tu fous pas un pied dans la raquette et ils ont eu un peu de mal concrètement. Bah là, pour le coup, tu viens de montrer une action où Black arrive à prendre de vitesse Cornet, mais parce que Cornet fait l'erreur de monter trop haut. Mais sinon, quand il l'a attendu assez bas, en réalité, ils ont réussi à les contenir là-dessus. Et en fait, en fin de match, Boston, ils ont juste décidé de mettre 5 corps dans la raquette, quitte à laisser un petit peu les mecs les punir à 3 points. Et tu vois, tu disais Wendell Carter Jr., il y a peut-être eu du pick and pop. En fait, non, ça a plutôt été du drive and kick. Et en fait, il se retrouve tout seul dans le corner à 3 points. Il le met. Il y a un 3 points en fin de possession, un peu casse-croûte aussi. Donc, c'était pas forcément des choses qui lui étaient destinées. Même si,
tu vois, lui, il a fait un peu du drive depuis la périphérie et ça a un peu marché aussi. Donc ce dunk est magnifique, mais ça a un peu marché aussi les mettre en mouvement. Et je pense que c'est là où ils peuvent aller les chercher, peut-être Orlando, Boston, c'est en mettant les grands corps de Boston en mouvement, parce que les gars d'Orlando, tu vois, Wagner, Banchero et Carter Junior, c'est des mecs qui sont grands, mais qui peuvent attaquer des pivots un peu ballon en main, quoi, et qui peuvent bien bouger. Et je pense que le mouvement, là, t'as une action en horns, par exemple, avec un espèce de flare screen et le cut derrière pour Carter Junior. C'est typiquement le genre de choses qui va plutôt bien fonctionner, mais en fait, ils ont énormément besoin de mouvement parce qu'ils ont très peu de spacing, et à la fin du match, ils sont un peu enterrés dans l'isolation du pull-up et des drives, sauf qu'ils drivaient dans une raquette où il y avait 5 personnes et ça a pas fonctionné. Alors que Boston, pour le coup, a réussi à dérouler un peu son jeu. Ils ont continué un petit peu, c'est empty side action. T'as aussi un passage, tu vois, Orlando, il commence à revenir je crois, ils sont à 6 points en quatrième quart-temps, et t'as un passage où Derek White, il met 2 pull-ups à 3 points par-dessus la défense. Et ça rentre, et du coup, t'es là, bah, ouais, en fait, là, il y a juste pas de logique, mais c'est aussi l'écart de talent qui fait ça. Et pendant une courte période, ils ont essayé de faire du drop, du coup, avec Bitadze. Et en fait, bah, Boston, ils ont attaqué comme ils savent attaquer une défense de drop. Donc, il y a une sideline action où ils font un stagger pour qu'il y ait un premier écran, qu'en gros, Anthony Black soit forcé à prendre plusieurs écrans d'un coup. Et du coup, vu que Bitadze est en drop, bah, il peut pas aider. Si tu veux les chercher, il y a 2 jump shots à 3 points d'affilée il y a 2 jump shots à 3 points d'affilée de Pritchard. Le premier, c'est sur une stagger exit action, du coup, sur le côté. Et celui d'après, c'est les actions qui vont passer. Ça, c'est le premier. Et le deuxième, c'est un pick and roll en hauteur avec Cornet qui pose l'écran. Et du coup, vu qu'il y a le drop de Bitadze, il y a l'aide qui vient du côté fort avec Anthony Black. Ça libère Pritchard à 3 points. Et ça fait 2-3 points d'affilée sur le drop de Bitadze. Et je pense que peu après ça, ils ont essayé de switcher avec Bitadze. Il s'est fait attaquer aussi. Donc au final, je crois que Bitadze, il a concrètement fait 4 fautes en 7 minutes. Et il a sauté sur plein de feintes. Enfin, c'était pas une très bonne défense de Bitadze pour le coup, alors que c'est un joueur que j'aime bien. Mais là, c'était pas une belle performance, et du coup, ça a donné une victoire de Boston. Mais je trouve que Orlando peut aborder le match 3 en sachant qu'il y aura pas Tatum, avec quand même une certaine dose de confiance, entre guillemets, de pouvoir déranger Boston, parce que ils ont vraiment les armes défensivement pour les ralentir le plus possible. Et je pense qu'offensivement, avec plus de mouvements autour de Banchero et Wagner, ils peuvent faire des choses. Et ils ont fait pas mal de fois aussi faire quelquefois des écrans de Franz Wagner pour Banchero qu'à la balle. Et tu vois, de mettre un petit peu les deux aussi, de créer un peu de la synergie entre les deux, ça peut être intéressant pour extraire un peu plus de valeur. Et puis par contre, le profil de Cole Anthony a un peu disparu du coup, au profit d'Anthony Black, Anthony Black pose plus de problèmes en attaque, mais apporte énormément en défense. Donc je pense que le compromis que va faire Orlando, c'est, quitte à être nul en attaque, ils vont être les meilleurs possibles en défense, quoi. Ouais, et puis c'est un peu en playoff, il y a souvent ce truc de entre deux profils un peu imparfaits ou monotâche, soit que attaque, soit que défense, avec le compromis de l'autre côté. Souvent, on préfère quand même le compromis, on le défenseur que à l'attaquant. Pour le coup, on le voit un peu partout d'ailleurs. Mais en effet, juste je dis bonsoir à Captain Yann Solo qui est arrivé. Mas Nitram aussi, bonsoir à toi, premier message dans le chat. Bonsoir, j'espère que j'ai pas loupé des nouveaux arrivants. Salut à tous. Juste rassure-nous, Azad, quand tu dis Boston a mis 5 corps dans la raquette, c'était les vivants, quoi. C'était les. Ceux-là étaient vivants. D'accord. Non, je crois que c'est en plus vivants, des joueurs, il y avait des. Enfin bref, c'était un peu glauque, je trouve. Je pense qu'il faut arrêter de lire les conférences de presse de Joe Mazzulla, là. Mais non, pour le coup, par contre, hier, il y a eu deux échauffourées un petit peu. Donc ouais, je pense que ça va peut-être finir par se mettre un pain dans la série. Ah oui, là, l'action que tu montres à l'écran, c'est le dernier driving kick de Holiday, et je trouvais ça marrant, tu vois, parce que c'est Jrue Holiday qui fait le driving kick pour Jaylen Brown dans le corner. Alors ce qu'on a vu tout le temps depuis 2 ans, c'est l'inverse.
Et je trouve que c'est une belle ponctuation du match de Jrue Holiday le game 1 de Jrue Holiday était très bon dans le connecting, l'agressivité défensive et un petit peu le playmaker défensif. Et là, il a été très bon dans le drive et un petit peu la création malgré tout, quoi. Donc ouais, beau boulot de Boston qui a fait un petit peu comme ils ont pu, mais qui ont réussi à passer un peu au-delà de la défense. Mais malgré, tu vois, le fait de jouer sans Tatum, l'écart de talent entre les deux équipes est quand même très grand, quoi. Même, tu veux dire, ouais, tu prends le Boston sans Tatum, pour toi, ça reste quand même supérieur à ce que peut faire Orlando, quoi. Ouais, mais tu sens qu'il y a quand même, ça manque quand même beaucoup de gravité de scoring une fois qu'il y a plus Tatum, quoi. Bah bon, c'est le jeu, hein. Bah, moi, le truc, c'est que enfin, j'ai un peu un problème avec l'attaque d'Orlando et je parle souvent du fait que c'est un très bon passeur, Banchero. Mais il y a quand même un manque de création et de générer des bons tirs, notamment, mais c'est pas que lui, hein, mais sur l'aspect collectif, quoi, tu vois. Encore une fois, on a une fréquence à 3 points qui est pas élevée du tout. Et tu regardes un peu la shot chart, il y a des tirs là, il y a quasiment rien dans les corners, quoi. Il y a tout qui est plein centre, et même les 3 points, c'est plein centre, quoi. Et c'est vrai qu'il y a un peu ce truc pour moi où, en fait, si t'as des mauvais shooters, ils prennent les tirs, ils les mettent pas, bon, ok. Mais je sais pas, je trouve qu'il y a, en fait, l'optimisation d'un Banchero, ça passerait par tu mets des shooters autour ou tu mets de l'espace et tu le laisses faire des driving kicks ou des pick and roll. Mais dans les faits, c'est un peu, ça peut parfois avoir tendance à patiner un peu plus avec du Wagner qui fait isolation au pick and roll et qui prend un long tir de points. Pareil pour Banchero d'ailleurs, ou des trucs comme ça, quoi. Et c'est vrai que dans le chat, ça parle un peu de KCP. Comment est-ce qu'on explique un peu sa saison? Alors déjà, faut quand même dire que sa saison, elle est pas si catastrophique que ça au final, au global. Ouais. Je crois que le tir était quand même bien revenu en fin de saison, que sur l'année il doit être à 37-36%, je vais vérifier de suite. Ah non, il est à 34 quand même, 34. Tu vois, donc c'est là où regardez les chiffres de Clean the Glass, c'est bien par rapport à ceux de Basketball Référence qui prennent le garbage time. Donc ouais, un peu une mauvaise saison au shoot, mais tu vois, je trouve que défensivement, j'avais vu le match 1 et j'ai vu une partie du match 2, je trouve que c'est quand même très solide on-ball et même off-ball en fait, hein, sur des rotations en deuxième rideau, etc. C'est peut-être juste que le 3 points ne rentre pas cette année, quoi. Mais défensivement, c'est là, quoi. Je trouve. Ouais, bah oui, totalement. Et c'est pour ça qu'hier, il joue autant, alors qu'il est à 0 sur 8 ou 1 sur 9 à la fin du match, tu vois. Mais il a une vraie valeur structurelle en défense, surtout sur du switch all. Oui, effectivement. L'autre question que j'avais, c'est par rapport au pick and roll de Boston, parce que je sais que le match 1, ça tournait beaucoup autour de qu'est-ce qu'on fait. Enfin, Orlando a beaucoup attaqué, en gros, avec des pick and roll 45 ou 54, quoi. Enfin, poste 4, poste 5, entre gros. Mais sauf que les gros, c'était Banchero et Carter Junior, ou alors Banchero et Franz Wagner, parfois. Histoire d'impliquer les deux gros de Boston. Comment ça a switché, ça s'est resté en drop, comment est-ce qu'on a un peu abordé ça? Et bah, en réalité, ils faisaient aussi pas mal selon les angles des écrans. Et un petit peu, du coup, ça dépendait aussi de à quel point ils avaient de l'espace derrière. Mais tu vois, à la fin du match, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils passaient au-dessus et qu'ils switchaient, mais que t'avais en fait un troisième mec qui était en aide à l'intérieur de la raquette pour pouvoir enlever le drive. Et en fait, ce qu'ils ont fait Boston en termes de couverture, c'est qu'ils ont juste ils ont rapproché les mecs sur les ailes pour les mecs dans les lignes, pour les mettre dans les lignes de drive. Et en réalité, ensuite, selon la hauteur de l'écran et l'angle de l'écran, ils sont un peu plus adaptés. Mais la réalité, c'est que j'ai surtout l'impression qu'ils sont prêts à laisser ils sont prêts à laisser les 3 points dans tous les cas à Orlando. Ouais. Et c'est comme ça c'est comme ça qu'ils couvrent, quoi. Ouais, parce que, voilà, KCP, c'est un shooter. Mais quand ouais. à une passe près, c'est Corey Joseph. Bon bah lui tu l'abandonnes totalement et tu crains même pas, quoi, pour le coup. Donc bah pareil ni pour Isaac, pareil pour Black, des mecs comme ça. Ouais, tu vois, il y a Anthony Black, c'est pareil, Isaac, c'est pareil, Cole Anthony, c'est pareil, et après bah t'es arrivé quasiment au bout de la rotation parce que ils font pas jouer Tristan da Silva, Caleb ou Stan, ils le font presque pas. Ouais, ils le font presque pas jouer non plus. Et puis tu vois, sur un pick and pop comme ici avec Banchero, bah il remonte, mais il remonte sans vraiment grande conviction, quoi. Donc tu vois, même si c'est Cornet qui est switché sur lui, l'important c'est surtout qu'en fait il y a des mecs dans les lignes de drive et qui lui disent bah prends des mi-distances, prends des 3 points et nous on vivra avec ça finalement. Et le volume de mi-distance sur la série, il est quand même assez impressionnant, je pense, comparé à la NBA moderne entre guillemets. Je pense qu'on doit être autour des
15% de tirs pris sur des longues mi-distances. Peut-être que j'exagère avec 15%, mais je pense qu'on en est pas loin et c'est assez rare quand même, dans une NBA moderne, quoi. Ouais, effectivement. Bon, après, comment dire, parce que je vois que ça discute un peu du coach, notamment Jamal Mosley Mhm. dans le chat. Mais c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué, moi je trouve, à mon sens, moi personnellement, pour aller carrément dans la répétition très lourde, puisque j'en avais déjà fait. Non, mais c'est juger le travail d'un coach, c'est compliqué de le faire et de le décorréler de son matériel en fait, en un sens. Et on peut le faire, on peut essayer, etc. Mais c'est vrai qu'il y a des fois où tu te dis, est-ce que parfois t'as pas, là, un effectif qui est tellement défensif qu'au final, certes, c'est peut-être pas un coach révolutionnaire en attaque, c'est peut-être même pas un très bon coach en attaque, mais est-ce que avec un autre matos, on se dirait pas, ah bah tiens, c'est quand même pas mal du tout, quoi. Je me pose un peu la question, mais après, tu vois, au demeurant, je sais qu'on est plutôt sévère d'habitude avec Banchero, mais je sais pas ce que t'en penses depuis 2 matchs, mais il fait quand même sa série pour le coup, hein, même en termes d'efficacité. Bon, il prend des tirs compliqués, mais des fois il va au panier, des fois il va cibler donc les fameux piquets entre gros et puis il y arrive. Il y a 2-3 bonnes passes, alors peut-être pas autant que ce que je voudrais, mais je trouve qu'il fait quand même une très bonne série pour l'instant. Ouais, à la limite, c'est peut-être plus défensivement que je suis un peu déçu, pas que j'avais grand espoir, mais je pense que parfois ils le mettent un peu en mouvement et du coup, ça se voit un peu plus peut-être les limites sur la lecture et des choses comme ça. Mais pour le coup, offensivement, si Boston passe en zone quand ils ont beaucoup de joueurs qui sont ciblables entre guillemets, c'est bien parce qu'ils ont pas envie de se retrouver en 1 contre 1 contre Banchero parce que il fait un bon match et c'est frustrant de le voir s'arrêter sur les mi-distances quand on voit à quel point il est dévastateur quand il va jusqu'au drive, quoi. Ouais. Mais bon, d'un autre côté, il y a des fois, pour aller au drive, il faudrait avoir la place et il y a des fois, il l'a pas, quoi. Je sais pas si je dirais jusqu'à dévastateur, mais au moins très bon. Et parce qu'après, tu vois, autour du panier, parfois ça peut me manquer. Dévastateur, je t'aurais dit un mec d'élite, quoi, top 5. Après, c'est peut-être une question de sémantique, mais je suis d'accord. Quand on voit qu'il y a des extraits là qui passent à l'écran où il va jusqu'au panier sur des drives et il peut même aller affronter un Porzingis ou un Cornet en l'air. En plus, et il y a une capacité à provoquer des lancers francs qui est assez extraordinaire aussi, Ouais. chez lui depuis toujours. Donc, voilà, ça plus le passing, enfin, il y a quand même pas mal de bons trucs. C'est juste que pour l'instant, ça clique pas encore. Mais bref, là on parle macro, on parle plus trop du match. Mais ok. Donc l'aspect de l'attaque finalement, elle ronronne un peu sur aller cibler un tel ou un tel, un maillon faible de Boston, sauf que Boston resserre tout le monde autour. Ouais. Et c'est pas des 1 contre 1 en fait. Hein, c'est un peu l'idée qu'on répète depuis le début là des quotidiennes et des playoffs. Un 1 contre 1 n'est pas vraiment un 1 contre 1 en NBA aujourd'hui et ça fait quelques années que ça l'est plus quoi en fait. Oui, dans tous les cas, ça manque clairement d'espace. Et puis, le 1 contre 1, si les mecs faisaient que du 1 contre 1 ils scoreraient beaucoup plus, entre guillemets, parce que c'est bien parce que les joueurs peuvent plus être arrêtés en 1 contre 1 qu'il y a autant d'aide. Et c'est bien pour ça que le 1 contre 1, ça a pas vraiment de notion, entre guillemets, parce que, en fait, le 1 contre 1, à partir du moment où si t'as une vraie volonté de drive, ça en devient plus un parce que t'auras des aides. Et en fait, le 1 contre 1, à la limite, tant que le mec qui a pas dépassé la ligne à 3 points, on peut dire que c'est un 1 contre 1 s'il le prend, entre guillemets, vraiment par-dessus la tête du joueur. Sinon, à partir du moment où il engage sur un drive, ça crée une aide, un décalage et il y a forcément des choses qui se passent derrière, quoi. Orlando, ils sont un meneur et un bon shooter d'avoir une bonne équipe. Allez, je rajoute un bon coach offensif. Ouais, tu vois, on en parlait. Bonsoir Busquetos qui est arrivé. Bonsoir à toi. J'essaie de lire aussi. Qu'est-ce que... Ouais, voilà. Parlons aussi de remplacer Mosley par un assistant offensif, en tout cas d'inclure un assistant offensif et qu'ensuite à terme il lui prenne la place. Oui, mais le problème, c'est qu'un bon coach, il sait faire les deux, quoi. Tu vois, il y a ça aussi. Si on met un fou de l'attaque, et que derrière, après, dans 4 ans, on se dit, ah mince, l'effectif est offensif, mais ça manque de défense. Et si on lui rajoutait un assistant défensif? Oui, et puis à quel terme, point il il prenne la sait place, pas, à quel point il y a pas déjà des assistants défensifs et offensifs qui sont très bons et qui font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, quoi. Et à un moment, enfin, enfin, je veux dire, l'effectif, il est quand même hyper limité. Et aussi, enfin, je veux dire, déjà qu'ils arrivent à être aussi compétitifs avec un tel effectif, moi, je trouve que c'est plutôt remarquable. Donc, non, j'ai pas grand chose à redire sur le coach. Et je trouve que le play call est même à des moments assez intéressants pour arriver à créer un peu du mouvement. C'est plus, à quel point parfois Banchero et Wagner, ils vont s'enfermer un petit peu sur de l'isolation. Et c'est un peu ça qui les a tués en fin de match, en réalité. Parce que quand il y a du mouvement et du drive, ils s'en sortent beaucoup mieux.
et ils ont de quoi faire. Donc non, moi je pense qu'il leur manque surtout du spacing, quoi, tout simplement. Peut-être le seul truc que j'aurais à redire sur ces 2 matchs pour l'instant, ayant vu beaucoup, le premier en détail et un peu plus vite le deuxième, c'est l'aspect de peut-être on pourrait attaquer un peu plus via du post-up, parce que on parlait de 1 contre 1. Ouais. Aujourd'hui, peut-être le vrai domaine où tu peux tendre ou atteindre un peu plus une situation de vrai 1 contre 1, c'est le post-up. Et c'est vrai que Banchero est très bon et dans le périmètre, le passing, etc. Mais parfois, c'est vrai que pourquoi pas lui donner les post-up, tu vois, notamment face à un jour l'idée. C'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs en tout début du match 1, je crois. Ils allaient cibler Joe Holiday au poste bas. Et ensuite, enfin bref. Mais c'est quand même plus efficace d'aller cibler des petits comme ça ou des plus petits que Banchero, poste bas, que juste en tête de raquette ou à 3 points ou dans le périmètre, quoi. Donc ouais, mais après, moi, c'est un reproche que je peux faire à plein de monde. Tu vois, je sais que je fais le même reproche à Luka Doncic aussi, ou en tout cas à ses coachs, mais pourquoi est-ce qu'on l'utilise pas plus alors qu'en vrai, ça pourrait être le meilleur joueur de post-up de NBA. Mais bon, bref. Ceci est une autre histoire, mais ok. Très bien pour ce match-là. Rien de plus à dire. Au niveau des marges, au niveau de la transition, au niveau du rebond, je vois que Boston a gagné la bataille du rebond offensif notamment. Donc ça va pas aider non plus. Transition, rien à dire. Ouais, non, les 2 équipes ont l'air d'avoir été pas très bonnes. Ok, très bien. Eh bien, avançons. On finit cette petite soirée avec le Houston contre les Rockets, contre les Warriors, pardon, que tu n'as pas vu, je crois. Non, j'ai vu le box score, j'ai vu la vidéo de Baptiste, mais j'ai pas vu le match, donc je te laisse plutôt faire la présentation. Donc victoire de Houston 109-94. Bon, le fait marquant un peu du match, c'est évidemment la blessure de Butler, quoi. Je pense qu'on peut pas trop passer à côté. Après, on peut développer sur ce qui s'est passé un peu tactiquement, mais je veux dire, déjà en termes de talent pur, ça fait t'enlèves un mec qui est élite, quoi. Donc il y a ça. Mais pour moi, on a vu aussi sur ce match-là à quel point on avait aussi un aspect le yin et le yang, quoi, dans cette équipe New Look des Warriors, et que t'enlèves le yin, le yang, ça marche pas tout seul, quoi. Et je parle de ça en un sens où on a vu que finalement il y a un peu la Stephen Curry offense, dans lequel Butler peut participer en tant que off-ball ou en tant que passeur ou en tant que poseur d'écran ou n'importe. Mais après, c'est vrai que quand il sortait, t'avais un peu plus de l'attaque un peu plus directe, on va dire, avec du Butler. Donc et ça, on a perdu ça d'un point de vue un peu initiation et tactique, etc. Puisqu'il s'est blessé très tôt, hein. Il s'est blessé premier quart-temps, je crois. Donc il y a ça, et même en termes sur une analyse un peu plus macro, tu le vois au niveau des stats, quoi. C'est-à-dire que au-delà de l'offensive rating qui est pas bon, et donc la perf offensive qui est pas bonne, ils sont pas allés au panier, alors qu'ils étaient quand même pas mal là-dessus. Ils ont pas été efficaces du tout au panier, alors qu'avec un Butler notamment ça aide, et puis pas de lancer franc également. Donc bon, ça ne fait pas tout, mais je pense que ça a aussi participé à cette performance offensive qui a pas été bonne, et qui, je vais pas dire que ça a ronronné, mais t'avais pas d'alternative, quoi. Et donc ça, combiné au fait que en plus on va dire t'as pas de plan B, mais le plan A c'était Curry, et on a un match où finalement le Curry a été aussi très bien défendu, enfin très bien. Je sais qu'il y a des gens qui vont peut-être vouloir parler de l'arbitrage ou quoi que ce soit, du contact autorisé sur Stephen Curry. Mince, on n'a pas de petit clip sur NBA.com, mais non, mais pour le coup, moi je trouve que la défense a été très bonne de la part des Rockets, et pas que sur l'aspect vraiment lui tirer le maillot, le rentrer dans ses chaussettes ou le bousculer ou je sais pas quoi, mais un peu l'aspect de gestion des cuts et gestion du jeu off-ball. En fait, appréhender le mouvement de Curry un peu plus globalement, et tout ce qu'il y a autour, quoi, au final. Donc ça, c'était je trouve un point central de la série. C'était un point de bascule. En tout cas, je savais pas de quel côté ça pouvait passer, mais pour moi, c'est un peu central quand tu affrontes les Warriors. C'est comment est-ce que tu arrives à défendre ça, quoi. Parce que c'est des cuts, c'est du mouvement, c'est du chaos. Donc faut arriver un peu à le gérer. Et c'est vrai qu'une équipe qui est extrêmement bien armée pour le faire, c'est quand même plutôt les Rockets. Et donc ils l'ont pas mal fait, je trouve. Ils l'ont pas mal fait du tout. On a vu pas mal de séquences un peu comme d'habitude, des post-up split où tu t'envoies Stephen Curry, enfin il y a un passeur au poste bas, et puis des coupes post haut pour Curry ou pour n'importe qui. Mais les cuts sont bien couverts. Et puis il faut dire aussi que il y a un peu ce truc de chaque équipe manque de spacing, et notamment quand tu dois un peu gérer les cuts, et que tu le fais avec des mecs qui viennent aider depuis l'aile, depuis le corner, qui se rajoutent dans l'action un peu en bonus. C'est facile de le faire quand tu peux abandonner un tel ou un tel, quoi. Donc d'ailleurs c'est un peu là-dessus où Quinton Post a été un rôle central. C'est-à-dire que
C'est-à-dire que lui, il apporte un vrai spacing. Je crois que c'est en deuxième mi-temps. Alors c'est dommage qu'on n'ait pas les petits extraits vidéo là à vous montrer, mais je vais tenter quand même, mais je crois que ça y est pas. Si, ça y est. Mais il y a un moment où il y a un split du post-up, pareil, entre Curry et Post. Donc, quand Curry coupe au panier, il y a deux défenseurs qui vont sur lui et personne va sur Quinton Post qui, lui, pop à 3 points. Et donc, vraiment, il y a cet aspect où je pense que lui a un peu un rôle clé en tant que spacer, et surtout spacer depuis le poste de pivot. Mais bon, il a fait son match, il a mis ses tirs, il a apporté son spacing, etc., etc. Mais sauf que Udoka, il le sait, il a bien vu ça. Et donc, qu'est-ce qui a été fait notamment en toute la deuxième mi-temps, c'est de la chasse au Quinton Post et de le cibler encore et encore parce que en fait, les Rockets essayaient clairement de le mettre à mal, que ce soit avec du Van Vliet et Alperen Sengun, que ce soit juste avec Jalen Green qui va l'attaquer sur pick and roll ou aller chercher un switch, etc., etc. De dire bon bah lui c'est quand même un mec qui nous embête avec son spacing, donc si on arrive à le mettre en problème de faute ou à ce qu'il nous rende les points en défense que ce qu'il nous coûte en attaque, enfin plutôt l'inverse quoi. Bah c'est bien quoi. Donc il a été beaucoup ciblé au point même où en fait les Warriors ont un peu tout testé quoi. Ils ont testé du drop, ils ont testé du edge, ils ont testé du switch et les Rockets avaient alors pas tout le temps hein, on parle d'un match défensif mais grosso modo les Rockets ça arrivait un peu à faire pas mal de choses face à Quinton Post, à créer un décalage à partir de pick and roll où Quinton Post était attaqué. Donc voilà, ça c'était aussi une partie importante du match mais c'est aussi compliqué de parler d'un match où finalement Butler a pas été là, il aurait pu ou dû apporter une alternative, pardon, excusez-moi, tactique aurait été intéressante quoi. Bah, c'est pour ça que la série, là, elle peut tourner un peu au vinaigre pour les Warriors parce que je pense qu'on retombe un peu sur pourquoi on était inquiet au début de saison quand on regardait les Warriors et on se disait oh misère de misère, ils vont rien pouvoir faire. Parce que les équipes arrivaient, défendaient en box and one. Donc, en gros, elles défendaient avec un mec qui collait Curry tout le long du match, avec 4 mecs, entre guillemets, dans la raquette. Et le but, c'était de laisser les autres joueurs de Golden State battre un petit peu cette équipe-là. Et sans Butler, t'as ni le joueur qui peut battre un petit peu cette approche défensive, ni un autre initiateur, parce que ce qui était intéressant un petit peu dans la gravité de Butler une fois qu'il avait le ballon, c'est que ça offrait un peu plus d'espace de mouvement à Curry et que là il est encore plus facile à défendre et c'est difficile de voir qui c'est qui pourrait un peu compenser ça entre guillemets, surtout qu'il tombe contre Houston, une équipe qui est faite pour faire un peu déjouer une équipe des Warriors sans Butler quoi. Ouais, et puis toujours pareil, hein, mais il doit affronter 14 défenseurs différents qui ont des forces toutes différentes, que ce soit Van Vliet qui est un peu un pot de colle, Jalen Green qui s'est pas mal battu, qui est relativement mobile, etc. Mais même il lui envoie aussi du Harrison sur la tronche avec ses bras qui sortent de partout, quoi. Il y en a trop, je vous le mets quand même, quoi. Mais Amen Thompson aussi, etc., etc. Donc il y a ça, et puis l'aspect aussi de match-up par rapport au poste de pivot. Où finalement, vu que Udoka place toujours Sengun sur genre Moses Moody, sur Gary Payton, c'est quand même plus difficile d'aller le cibler avec ton partenaire prioritaire ou privilégié qui est Draymond Green. C'est idéalement t'aurais envie d'avoir que Sengun soit sur Draymond, que tu l'amènes sur les écrans et que en fait tu passes par dessus. T'as créé le surnombre parce que eux, ils font un 2 contre 1 sur toi, tu passes par dessus et Draymond fait ce qu'il fait d'habitude, le short roll, les bonnes lectures en mouvement, exploiter le surnombre derrière. Sauf que là non, là je crois que Sengun est très rarement, voire quasiment jamais sur Draymond Green pendant ce match-là. Et donc sur Moody, et donc en fait c'est quand même plus facile aussi pour Sengun sur ce genre d'écran de monter haut, de blitzer, de faire des prises à deux un peu agressives. Parce que c'est pas pareil derrière quoi, c'est pas le même mec qui va rouler au panier, c'est pas la même menace. D'ailleurs, je trouve encore que ce match-up là est peut-être un peu sous-estimé parce que au bout d'un moment, tu peux en arriver à te dire peut-être qu'il faudrait qu'on organise un peu mieux le terrain ou on appelle tel ou tel système pour mettre en position Moody pour le pick and pop. Quitte à ce que on sait qu'ils vont faire ça. Donc faisons-le, dégageons tout le monde, on met 3 mecs ligne de fond, beaucoup d'espace tout en haut, on fait driver Curry, Alperen Sengun il va monter sur Curry et puis tu libères la passe en pick and pop et t'es dans un fauteuil quoi, parce que tout le monde est loin. Et c'est bon ça manque un peu encore je trouve, mais c'est un peu victoire Udoka par rapport à ces match-up pour l'instant. Et d'ailleurs ce qui est marrant aussi, c'est que cette équipe des Rockets c'est un peu n'importe quoi. T'as des moments où t'as un double line-up avec Sengun, poste 4 et Steven Adams. Ok.
Et après, t'as des moments où t'es en méga small ball avec le poste 5, c'est Jabari Smith, quoi. Et à côté, t'as Robinson. Jabari Smith. Parle-moi de Jabari Smith un peu. Il a fait un bon match? Oui, alors il a fait un contre en deuxième rideau, c'est ça que du coup ça t'a plu Ah non, je sais pas. Non, j'ai pas vu le match, mais vu qu'on avait bien aimé le Game 1. Ah, je croyais que t'étais ironique, Ah non, pas du tout. Ah, vraiment pas. Genre, vraiment, on avait bien aimé le match 1. Du coup, j'étais là, bon, j'espère il s'en est aussi bien sorti sur Game 2. Non, j'étais juste enthousiaste. Ok. Bon, il a fait 24 minutes, hein, mais un peu moins de tirs. Mais ouais, non, mais cette alternance de soit tout petit, soit très gros. Avec les gros, ils font de la zone. Et tu vois, sur ce match-là, en plus, la zone a pas mal tenu, je trouve. Sengun, pardon. Steven Adams au centre de la zone et Sengun sur un côté, un peu, et qui peut se déformer. Hein, parfois, Sengun est obligé de remonter dans la ligne d'au-dessus, etc. Mais non, ça a pas mal tenu. Donc ouais, en fait, c'est une équipe où t'as l'impression qu'il y a 14 000 configurations défensives différentes, quoi. Tout petit, tout gros, zone ou homme à homme, prise à deux, stunt, enfin t'as tout. T'as à peu près de tout, et là-dessus ils ont été très cool. Donc voilà, c'était un peu de ce côté-là, côté défense Houston et puis attaque des Rockets et des Warriors, pardon, décidément. D'ailleurs, un petit moment fun, c'est que Pat Spencer, il fait quoi? Il fait 11 points. Pat Spencer, il rentre. Je sais pas si tu vois qui c'est Pat Spencer ou pas du tout. Pas du tout, non. Pat Spencer, bah tiens, on en parle dans le chat, là. JK en parle. Pat Spencer dans le deuxième quart-temps des playoffs, j'aurais jamais cru voir ça. Faut savoir que Pat Spencer, il a un frère qui est plus jeune, et je crois que les deux sont rookies cette année. C'est Cam Spencer qui est à Memphis. Ça te parle un peu plus ou pas du tout? Ah oui, ok. Ouais, et voilà. Mais lui, c'est son grand frère. Mais il a 28 ans. Et il est rookie cette année aussi, je crois, Pat Spencer, mais qui a fait plein de facs. Mais voilà, c'est un peu un no-name, en un sens. Ouais. Et bah, il est rentré, il a pris la place de Butler dans la rotation, et il a mis des tirs, il a mis des drives, donc ok, très cool. Mais ça sort un peu nulle part, quoi. Et je voulais parler de ça aussi par rapport au fait que je crois que Podziemski était pas très bien. J'ai cru comprendre qu'il était un peu malade, donc ouais, tu vois, il a joué 14 minutes. C'est aussi pour ça que tu t'en remets à faire jouer Pat Spencer. Et l'absence de Butler a permis aussi de revoir un peu Kuminga. Bon, c'est pas génial, quoi. C'est pas génial. C'est pas une match-up qui est adaptée pour lui. En plus, vraiment, c'est un truc casse-gueule pour Kuminga. Assez. Bah ouais. Après, on a retrouvé des séquences où donc il était un peu plus associé à Stephen Curry, contrairement à des moments de la saison où il était un peu plus en créateur de seconde unité, mais où c'était moins intéressant. Alors que l'an passé, fin 2024, il fait aussi une grande saison parce qu'il est avec les titulaires, grosso modo. Mais tu vois, ça commence la première action. On a un pick and roll avec Kuminga. 2 sur le ballon évidemment, donc Kuminga se retrouve tout seul pour le short roll. Il fait la mauvaise lecture, quoi. Il y a littéralement, t'as un shooter Quinton Post qui est mis exprès dans le corner. Il y a Jabari Smith qui l'abandonne, qui vient au centre. Il y a Jalen Green qui vient au centre du terrain aussi. Il fait pas le kick out, quoi. Il va essayer d'aller au panier. Enfin, des trucs comme ça. Et dans sa création pure, il a pas été bon. Je trouve qu'il a pas gagné sa place. Je crois que les tirs qu'il met, il doit y avoir une majorité, c'est des 3 points en fait, c'est du catch and shoot. Il me semble, hein, je crois, mais voilà, il y en a 2-3 points qui sont un peu en catch and shoot. Donc pas hyper génial. J'ai pas non plus été marqué par sa défense sur ce match-là non plus. Mais là-dessus, je pense que à voir à quel point Butler, d'ailleurs, on n'a pas parlé à quel point il peut être absent ou pas. Mais faut aussi tenir en compte, je pense, pour le coup sur ce genre de choses. En général, quand t'as un événement comme ça qui arrive en plein match et t'es un peu obligé de tout perturber, t'es moins bon en tant que coach comparé à live que Steve Kerr et son coaching staff vont avoir 2-3 jours pour préparer un vrai plan de jeu, des vrais systèmes de tiens, ça va être ça nos rotations, on va l'utiliser comme ça, on veut tel set du playbook, on veut on va faire telle série avec 2 3 4 systèmes comme ça, tiens, quel moment on le fait jouer, avec quelle minute, etc. Alors que là on était vraiment un peu dans le feu de l'action, mince, on met un pansement sur la plaie ouverte, quoi. Donc ça me choque pas qu'il ait pas été hyper bon non plus, mais je m'attends peut-être à ce que on l'utilise d'une certaine manière un peu plus intelligente peut-être, et qu'on arrive à en faire des choses un peu meilleures, parce que il en aura sans doute besoin, quoi. Je pense d'un Kuminga si Butler est blessé. Donc voilà, bah tiens, il y a aussi un cut, c'est vrai, j'avais oublié. Il y a un cut. Donc sur ces 4 paniers qu'il a mis, il y a 2-3 points et un cut. Donc je crois qu'en termes de création pure, il a pas été bon du tout. Mais voilà. Que dire de plus à part ça? Tiens, au niveau des stats, j'ai pas checké depuis ce matin. Donc Golden State, Houston. Ouais, tu vois, les deux équipes shootent à 40% à 3 points, alors que tu te dis ouais, c'est un match défensif et tout. Pourtant, les deux équipes shootent plutôt bien. Mais non, mais c'est le panier qui leur a coûté beaucoup, hein, pour le coup,
Les Warriors, ils ont pas shooté beaucoup au panier, et quand ils y ont été, ils ont pas bien shooté en efficacité. Pas de rebond offensif également, mais tu vois, ça c'est aussi un choix de personnel. Quand tu fais jouer Quinton Post à ce point parce que t'as besoin du spacing, bah t'as pas Kevin Looney quoi, t'as pas Kevin Looney et t'as pas en plus Butler, donc l'aspect de rebond offensif qui avait été assez intéressant et assez primordial le match 1, là il y a plus été. Donc il y a ça, pas mal de turnover aussi pour le coup, beaucoup de turnover pour les Warriors sur ce match, donc ça pardonne pas évidemment face à une équipe comme ça des Rockets. Mais voilà, je pense que peut-être le plus satisfaisant côté Rockets, c'est aussi leur attaque en un sens. On avait parlé du match 1 avec le play calling qui s'était orienté vers Amen Thompson. Il n'y en a pas eu trop sur ce match-là. Jabari Smith non plus. La différence majeure, c'est que finalement Jalen Green a fait un gros match, quoi. Mais t'étais là, non? Je crois, c'est avec toi que j'en ai parlé, ou j'étais tout seul? Je me souviens plus. Premier match, on l'a fait ensemble. Ensemble, hein, il me semble. Ouais. Ok. Non, mais c'est ce qu'on dit, il aura ses ballons. On va lui donner les ballons en mode, tiens, prends tel set, tel pick and roll, tel switch ou telle isolation, attaque et score. Il y a des matchs, il va en mettre aucun, match 1. Il y a des matchs, il va en mettre beaucoup, match 2. Donc on est quand même beaucoup, on se repose quand même beaucoup sur le shot making. Mais voilà, c'est le plan de jeu, c'est de passer et par Sengun et par Jalen Green pour filer des ballons de création pure. Ce match-là, il les a mis, tant mieux. Mais tu vois, même il y a des drives qui ont été faits où match 1, il allait au drive, il allait au panier, mais il mettait pas le layup. Là, il les a mis, quoi. Donc c'est cool. Il n'y a pas que de la surchauffe à 3 points ou en pull-up, mais oui, ça fait une différence assez notable, je trouve. Ça, plus le fait de shooter à 40% à 3 points, c'est comme ça qu'on explique que les Rockets ont un très bon offensive rating, y compris sur demi-terrain, alors que même pas trop de rebonds sur ce match, tu vois. Et Sengun, je vois cette passe décisive aussi. Du coup, il y a un peu d'initiation, ou c'est plus sur du short roll du coup qu'ils ont réussi à le trouver? Il y a un peu de short roll, il y a pas tant de création pure, mais après le problème aussi, c'est que lui parfois il doit se taper un peu de. Là, on voit une magnifique passe en short roll, hein, en première action. D'ailleurs, en milieu de premier quart-temps. Mais c'est pas la norme. Mais après, lui, le problème, c'est que parfois il a Draymond Green sur lui. Donc il y a aussi un aspect où on va pas trop l'attaquer. Mais c'est aussi là-dessus où le fait d'aligner Steven Adams est utile, parce que quand tu mets Adams, tu forces les Warriors à mettre Draymond sur Adams parce qu'il faut bien un costaud pour défendre un costaud. Surtout quand il y a pas Butler, quoi. Quand il y a Butler, tu peux essayer avec Butler. Mais donc voilà, quand tu mets Adams à côté de Sengun, ça force Draymond à être sur le gros, voilà. Et ça force donc un match-up où Sengun peut attaquer soit Quinton Post, soit des mecs comme ça. Donc c'est aussi utile de ce point de vue-là, je trouve, mais voilà. Non, la création de Sengun n'a pas non plus été au volume en termes de passing, même en termes de scoring, tu vois, sur ce match non plus. Donc voilà, voilà à peu près, je crois que j'ai dit à peu près toutes mes notes sur ce match, grosso modo. Eh ben vendu, ça fait enfin, un bon résumé. Au final, on avait vu que 2 matchs, mais on aura pu aller bien en détail. Après, tu vois, Butler, j'ai vu qu'il y avait 2 ou 4 semaines apparemment pour ce type de blessure. Ah oui. Ouais. Donc à voir à quel point elle est grave, mais normalement c'est le genre de blessure qui prend 2 à 4 semaines. Donc si c'est 2, enfin que ce soit 2 ou 4 d'ailleurs, il sera pas là, il sera pas revenu, quoi. J'ai cru voir aussi, il y a un côté chute lourde sur le dos. Stephen Curry a fait ça en fin de saison, et finalement il était revenu en 2 jours parce que c'était pas grave. Après, sur des chutes comme ça non maîtrisées, et sans réception, etc., il y en a aussi des plus graves. Donc comme tu dis, ça peut être plusieurs semaines, ça peut être plusieurs mois, comme Chet qui s'était fait ça, hein. Il était tombé sur le dos, pas une bonne réception, donc aucun contrôle. Jedi Padawan nous dit plutôt 2 à 4 jours apparemment avec Jimmy Butler. Est-ce que t'es sûr que t'as pas mal lu week et days? Parce que days c'est jour et week c'est semaine, Azad. Non mais attendez, arrêtez de me prendre pour un con. Non, je suis sûr d'avoir lu ça, parce qu'il a passé un X, enfin une espèce de radio pendant le match, non? Oh là là, j'ai pas compris. Il a passé un X. Un X-ray, une radio. Excuse-moi, tu fais l'américain. Okay. Mais oui, parce que j'ai lu troll, d'accord, excuse-moi, Jedi Padawan troll. J'ai lu un article in American, et du coup, oui, pelvis contusion, vu que je sais pas ce que ça veut dire. Je vous laisse me le traduire. Bah, pelvis, c'est la zone du bassin. Ouais. L'os pelvien, quoi. Que tu connais. Que tu connais très bien. Je sais pas si c'est une blague ou pas. Je suis aussi bon en anglais que dans la pelvien dans ta vie, d'après ce que je sais. Mais non, mais c'est blessure au dos, au bassin. Enfin, c'est surtout bassin, ouais, d'ailleurs. Non, ils en ont parlé de ça. Mais ok. Non, je crois que tu voulais dire X-ray, c'est ça? Oui. C'est ça, hein, effectivement.
C'est ça. Effectivement. Mais du coup, oui. Bon, et ben, du coup, on est en une contusion pelvienne, en effet. Et ouais, bah ouais, du coup, apparemment, c'est 2 à 4 semaines de base, ce genre de blessure. Après, à voir si c'est une grosse, si c'est un gros bobo ou si c'est pas un gros bobo, quoi. Mais en espérant que non, parce que sinon, la série, elle va être un peu nulle sans Butler. Peut-être qu'il faudrait qu'il mette un poncho pour son problème pelvien, pelvien. Non, Pas ça mal. passe, non. Trop tiré par Non, les cheveux. Non. franchement, elle est pas Disqualifié. terrible. Non, mais alors c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est de voir quelles vont être les solutions maintenant. Comment est-ce qu'on... Parce que voilà, il y a vraiment cet aspect de la défense des Rockets, elle peut gérer un peu la Curry offense, quoi. Elle peut gérer un peu les cuts, elle peut gérer un peu le mouvement. Alors, pas au point de le freiner totalement. Il y aura des matchs, ils peuvent tous collectivement être plus en feu à 3 points ou etc. Mais ouais, ça va être intéressant de voir qui va jouer, comment est-ce qu'on utilise Kuminga, comment est-ce que la répartition des minutes aussi, c'est pas évident. Donc à voir la manière d'attaquer aussi. Est-ce que pourquoi pas on pourrait pas se réorienter. Moi je pense que ça pourrait être une option. Essayer de se réorienter un peu plus sur du pick and roll un peu plus classique frontal quoi. Pour le coup parce que bon bref voilà on suivra ça. Est-ce que ça remet en question un peu toi si c'est une blessure un peu sur genre 2 semaines 4 semaines, ça remet en question ton pari ou ton pronostic de les Warriors vont aller en finale NBA ou en tout cas très loin? Bah, c'est-à-dire que s'il passe Houston et qu'il revient au Game 1 du tour d'après, non, ça remet pas en question mon pronostic. Moi, je pense mon pronostic, c'était qu'ils allaient en finale de conférence contre les Clippers. Et en finale tu mettais les Clippers? Ouais. Ok, très bien. Donc ça veut dire que demain matin Denver sera à 2-1 dans la série et ils vont gagner la série d'après lui. Ouais, je suis, bah, de toute façon, après, les Clippers, je les annonce en finale depuis 2020 et je me plante depuis 2020. Donc, C'est là on voit que t'es jeune. Moi je les annonce en finale depuis pouf. si tu les annonces en finale depuis avant 2020, j'aurais Ah, bien quoique eu. non, 2020, non, 2020 c'est la première année de Kawhi et Paul George, ouais. Bah oui, c'est pour ça. Oui, c'est ça, c'est vrai. Non, mais alors, ouais, on est sur la même longueur d'onde, alors, effectivement. Après, ce qui est marrant avec cette équipe, c'est que on est sur une itération qui est finalement assez différente de la base, où il y avait un peu le fantasme Paul George Oui. Kawhi plus le switch all, Ouais. qui était encore plus présent et plus marquant en 2020 qu'en 2025, où, enfin bref, par rapport à la défense du panier, etc. On était encore plus dans l'ère du le switch all, le rêve du switch all comme l'aboutissement du basket était encore plus proche. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, tu vois, on a du Zubac qui joue 35 minutes, qui fait du drop tout le temps, etc. Quoi. Donc c'est un peu marrant de voir que c'est totalement différent. En plus, on a aussi James Harden maintenant, pick Oui. and roll qu'on n'avait pas du tout à la base, mais ouais. Ok. Non, rien de plus à dire sur ce match des Rockets, il me semble. À part de surveiller un peu la variance de ses scores principaux et majeurs. Mais ça aussi, tu vois, j'aimerais bien impliquer un peu plus Sengun en termes de création plus directe, mais voilà, on l'a dit, ça dépend aussi des match-ups, ça dépend aussi de est-ce qu'il a Draymond sur le dos ou pas. Ça change beaucoup de choses, mais ok. J'ai oublié de vous lire, pardon. Je crois que j'ai vu passer des messages aussi. Je suis d'accord pour dire, nous dit Ringo, que c'est très réducteur de résumer la bonne défense de Curry sur Curry, pardon, il lui rentre dedans. Il y a quand même des séquences discutables, je trouve. Après, ça date pas d'hier. Oui. Oui. Non, je parle de ça, mais parce qu'en fait, il y a quand même il y a des stars parfois un peu atypiques où, je vais pas dire que les règles sont pas claires, mais tu vois, typiquement, c'est plus acceptable depuis toujours un Curry qui est off-ball. Littéralement, les défenses ont le droit de lui faire des bumps, quoi, de le bumper, de bousculer pendant ses trajectoires off-ball. Et en fait, depuis toujours. Et donc ça, c'est autorisé un peu dans les faits, quoi. Donc ouais, mais est-ce qu'au final, genre, si Curry fait une sortie d'écran, ou veut traverser un écran qui est à l'autre bout du terrain et qu'il y a 4 mecs qui le bousculent avant qu'il rejoigne l'écran, qu'est-ce que on se met à dire que c'est une faute ou pas, ou est-ce que c'est une faute que s'il tombe et que donc il y a un énorme contact un peu trop exagéré, ou tu vois, c'est un peu compliqué. Ça me fait aussi penser à Shaquille O'Neal à l'époque, qui se prenait des limites des coups de poing dans sur les bras ou dans les jambes, mais comme il était gros et qu'il était immense et qu'il réagissait pas au contact, lui il disait mais je peux arbitrer comme tout le monde parce que grosso modo un mec plus fin se prendrait le même contact, on dirait qu'il y a faute, alors que moi comme je suis vachement épais et vachement gros, on dit qu'il y a pas faute, quoi. Mais non, mais je suis d'accord, mais cette question aussi un peu atypique, tu vois, du profil de Curry, et en fait on n'a jamais vu un mec faire du off-ball comme ça. Alors peut-être Reggie Miller, mais
Mais voilà, mais donc ouais, la question de à quel point est-ce qu'on a le droit de le bump, à quel point on a le droit de le faire dévier de ses trajectoires off-ball. Est-ce que ça pourrait pas un jour être considéré comme une faute ou pas? Parce que tu vois, Hazard, si y a un mec qui drive avec la balle et que tu le bouscules, il y a faute. Pourquoi en un sens quand Curry fait une sortie d'écran, il a le droit de se faire bousculer et c'est pas faute parce qu'il a pas la balle. Ça peut se poser comme question. Ouais, après, je pense que sans ballon, déjà, c'est beaucoup plus difficile un petit peu d'estimer à quel point c'est une faute ou pas, parce que le, le terme des bras un petit peu, c'est parce qu'il y a besoin du contrôle du ballon, alors que le contrôle de ton corps, entre guillemets, tu vois, quand t'es au post-up, tu bumps dans les autres mecs, Oui. et quand tu prends un écran, enfin, je veux dire, le contact physique, il fait extrêmement partie du basket, et c'est seulement quand un joueur a le ballon, entre guillemets, que il y a un peu plus de règles là-dessus. Mais je pense que sans ballon, c'est beaucoup plus difficile de mettre des règles sur la liberté de mouvement, entre guillemets, parce que sinon après ça va être très difficile, très haché, entre guillemets. Surtout qu'en plus, c'est-à-dire que les Warriors, ils ont aussi compensé par la liberté qu'ils ont eu en termes des écrans qu'ils ont pu poser. Donc c'est-à-dire qu'une fois que Stephen Curry il arrive au niveau de l'écran, il a le droit à un écran de Draymond. Donc finalement, est-ce que ça compense pas un peu tout ce qui se prend avant sa course? Moi, c'est le truc que je trouve un peu drôle. Alors moi, je suis pas trop ni fan de l'un ni fan de l'autre, ni sur les guéguerres Twitter ou quoi que ce soit, mais je trouve ça ironique de voir que, en effet, on se plaint de la défense des Rockets agressive, de bousculade, etc. Et c'est vrai. Mais par une équipe qui a Draymond Green, que j'adore, hein. Le joueur de basket est quand même fantastique, le cerveau, etc. C'est une anomalie de l'histoire. Mais qui a un passif, et même sur cette série, qui bouscule tout le monde et qui se prend jamais de technique et qui tu vois, l'ironie est quand même assez délicieuse, quoi, je trouve. Mais après c'est fun, hein. Je sais que tout le monde n'apprécie pas forcément cette série pour l'instant parce qu'il y a pas beaucoup de points, etc. Mais c'est vrai que tu vois que tactiquement je la trouve quand même assez haut niveau, quoi, pour le coup. Bah ouais, bah, c'est surtout qu'en plus tactiquement, ce qui est intéressant avec des équipes où il y a du talent et des compromis qui sont différents les uns aux autres, c'est qu'un petit peu tu peux constamment jouer un peu sur la corde de tiens bah on va essayer de punir telle ou telle chose, mais pour pouvoir punir certaines faiblesses de l'adversaire, ça nous force à nous exposer de l'autre côté. Du coup, tu fais ça, t'as un premier mécanisme qui se met en place, du coup, t'as un mécanisme inverse qui vient de l'autre côté, et comme c'est des équipes qui ont des compétences et les corps des mecs qui jouent, c'est totalement à l'opposé. C'est-à-dire qu'on est c'est une caricature de ce que, tu vois, les mecs qui disent que le basket, tout le monde joue pareil, faudrait les forcer à regarder ça, et s'ils aiment pas, c'est tant pis pour eux, mais concrètement, genre, c'est clairement, genre, la quintessence du genre, en effet, les gens ne jouent pas pareil, ils n'ont pas les mêmes forces et faiblesses, et du coup, ça force à constamment faire des ajustements parce que les forces et les faiblesses sur un terrain de basket, elles sont pas les mêmes, quoi. Et tu peux jouer dessus de manière différente, et à chaque fois, insister sur la faiblesse de quelqu'un, bah, ça va avoir un coup de l'autre côté, un coup qui va toi aussi t'exposer, devenir une faiblesse, et que l'autre équipe va aller chercher. Et bon, franchement, moi, je trouve ça hyper intéressant, la manière un peu frontale de pouvoir faire parler un petit peu bah, la match-up, quoi. Tout simplement. Ouais, effectivement. Bon, après les goûts et les couleurs, chacun a le droit de aimer et pas aimer, quoi. Mais moi, c'est plus sur parfois l'aspect un peu factuel de est-ce que tout le monde joue pareil ou pas. Ou parfois je reprends, mais après chacun a le droit de, par la nostalgie ou les goûts et les couleurs, on a le droit de dire que actuellement c'est nul. Ça me dérange absolument pas pour le coup. Non, mais c'est marrant aussi, c'est de voir que finalement on a une série très défensive, très années 90, avec finalement les Warriors qui sont un peu la quintessence ou le symbole de l'équipe qui prend beaucoup de 3 points, quoi, au final. Mais ça en dit beaucoup sur l'évolution des défenses aussi, je trouve. Le Thunder va se balader 12-0 jusqu'en finale. Je pense pas, hein. Je pense qu'il y a quand même une finale de conf à jouer. 8-0 jusqu'aux Lakers peut-être, mais après je suis pas sûr, hein, qu'ils fassent 4-0 contre les Lakers. On verra bien. On verra bien. Je lis le chat, hein, Azad, hein. C'est pour ça que je passe pas du coq à l'âne dans ma tête tout seul. L'IRM était prévu au retour à Auckland, il me semble. Oui, je crois qu'il... mais j'ai cru entendre parler de... Il va revenir plus tôt, non, Butler, je sais pas. Mais bref. Je vous lis aussi. Houston, c'est quand même les deuxièmes à l'ouest. Ils sont complets et bien coachés. C'est pas des peintres
Et on n'est pas à l'est là. Ouais, est-ce que Jedi Padawan apprécie ce message? Non, mais c'est vrai, la densité à l'ouest est quand même assez incroyable pour le coup. Alors que l'est, tu vois, moi je suis un peu plus en mode j'attends la finale de conf. Bon, Knicks, Pistons, sympathique, Pacers, voire ou un peu plus, mais on attend un peu la finale de conf à l'est, quoi. Alors que j'ai l'impression qu'on se régale même dès le premier tour à l'ouest, personnellement. Mais voilà. Moi j'aime beaucoup cette série dans la boue. Ouais, bah je suis un peu d'accord. Ok, très bien. Quoi de plus? Je crois qu'on a tout dit, hein, Zad. Bah ouais, on a fait un bon petit tour du propriétaire. C'était très bien. Très bien. Bah, je crois qu'on va pouvoir s'arrêter là. Les matchs du soir, on termine par ceci. Ce soir, on a... Ben non, pas Boston-Orlando, déjà, non. Non, New York-Détroit, ce soir. New York-Détroit, match décisif, puisqu'il y a... On est à un partout. Qui va gagner entre les Knicks et les Pistons, qui jouent à la maison. Non, j'allais dire depuis longtemps, donc quand même pas. Ensuite, OKC-Memphis, OKC déjà à 2-0, et puis le Denver Clippers, qui est un peu le match que tout le monde attend. Mais, Azad, qui va être diffusé où ça? Sur NBA TV. Est-ce que t'as NBA TV, toi, aux États-Unis ou pas? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Je vais essayer de regarder le match ce soir. Hein. On verra. Ouais, non, mais ça, c'est un peu... À la limite, tu vois, il y a toujours une série un peu NBA TV. Mais en général, c'est genre la série 2-7 à l'Est, dont tout le monde se fout, quoi. Tu vois, genre Indiana, Atlanta 2013 ou des conneries comme ça, quoi. Là, j'avoue que mettre l'affrontement 4-5, qui est toujours le plus disputé, entre Jokic, champion il y a 2 ans, et puis les Clippers, les Stars, un peu particulier, mais bon, c'est la NBA. C'est la NBA. Bref, on peut s'arrêter là, je pense. On peut s'arrêter là, bonne petite émission. Demande sur Twitter si tu veux des liens Azad, apparemment. Pour le coup. Effectivement. Surprenant que Houston, malgré ses difficultés flagrantes offensives, arrive à venir à bout de cette équipe de Golden State. Oui, mais parce que c'est aussi peut-être pas la vraie équipe de Golden State sans Butler. On verra. Hein. Je pense qu'ils peuvent s'ajuster avec un peu de temps de préparation, mais là pour l'instant c'était un mauvais match et pas trop de préparation, donc voilà. Mais oui, après l'équipe des Rockets c'est pas parfaite, mais elle est intéressante tout de même. Bref, on se quitte là-dessus. Merci à tous, c'était très sympa encore une fois, hein. Bonne petite quotidienne, sans prétention, avec des anecdotes hilarantes qui n'ont pas fait rire Azad. Bref, allez voir, hein, je vous la mets là. Hein. Il est ici. John Boy Media, allez voir. John Boy Media, voilà, pour le baseball. Bref, merci à tous, merci Azad. Et puis on se dit bonne nuit, à demain. À demain.